Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Louis. Bonjour Luc, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Très bien. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre balado. Mais moi aussi. Tu as passé une belle journée? Écoute, jusqu'à présent, elle est plutôt bonne. Excellent, j'aime ça. Louis, aujourd'hui, on a un sujet qui te va à merveille. On peut dire ça comme ça. On a eu beaucoup de sujets sur le cloud, sur OCI, mais aujourd'hui, je suis content d'avoir un sujet qui est très développement, très centré sur des concepts de développement aujourd'hui. Et on va parler d'un concept que on voit beaucoup. On voit beaucoup de ce concept-là un peu partout dans le développement applicatif, mais même dans la vie de tous les jours. Souvent, on réalise pas qu'est-ce qui gère ça derrière. Donc, on va parler des workflows. Je te disais qu'on en retrouve partout. Ben, en fait, même dans la vie de tous les jours, on retrouve des trucs de workflow. Exemple, avec nos enfants, fait un truc et nous, on s'attend que ça déclenche une autre action ensuite, mais pour eux, ça déclenche pas une autre action. Donc, il y a plein de cas qui m'arrivent en tête, mais dans le développement applicatif, c'est hyper important. Et je suis content on va parler du concept, premièrement, mais qu'on va parler aussi de différentes avenues techniques pour pouvoir déployer des workflows à travers Apex. Donc, Louis, j'aimerais que tu commences par parler un peu du concept, parce que je pense que c'est important de parler du concept en général. Puis ensuite, on va aborder plus le sujet technique à travers Apex. Mais parle-nous de c'est quoi un workflow? Ouais, je suis d'accord. Les workflows où je vais pas utiliser l'anglicisme justement, ou flux de processus, parce que c'est ça un workflow finalement, c'est un flux de processus. Et je pense que ça, finalement, ça répond bien à la question, c'est l'enchaînement de différentes activités qui décrivent un processus métier. C'est exactement ça un workflow, c'est-à-dire on va s'asseoir et on va discuter exactement quelles sont toutes les étapes, toutes les activités, qu'elles soient humaines, automatiques, peu importe, mais en tout cas tout ce qui décrit comment est-ce qu'un processus métier se déroule. Et c'est ça un workflow. J'ai l'impression que, comme je le disais dans l'intro, c'est un concept qui existe depuis très longtemps. Je me rappelle, juste pour une petite histoire, pour vous ramener à mes débuts lorsque j'étais en stage à l'université. J'avais fait un stage dans une boîte et mon patron à l'époque, Michel Lapierre, qui nous écoute en ce moment, j'en suis sûr, travaillait justement, et écoute, en 1994, donc lui, tu étais même pas à l'université encore. Il travaillait déjà à développer un workflow et c'était à l'époque en COBOL, donc tu vois que c'est loin. Donc, il développait son propre workflow justement de validation, d'approbation. Donc, prochaine étape. Ensuite, c'était transféré à une autre personne pour approbation. Si c'était refusé, ça revenait. Donc, tu vois, c'est des concepts qui ont toujours existé.
C'est exactement ça en fait. On peut donner plusieurs exemples, mais des exemples assez simples, on va dire. On a une validation d'une commande ou d'une note de frais dans une application. Typiquement, il y a un flux de processus derrière, et donc comme tu disais, il va y avoir une approbation par une ou deux personnes en fonction du montant, en fonction du type de dépense, en fonction du jour à laquelle ça a été enregistré. Enfin, voilà, une note de frais, par exemple, typiquement, si c'est un déjeuner en semaine, ça peut très bien passer par ton manager direct. Par contre, si jamais ça s'enregistre sur un week-end, etc., ben, ça va monter à un responsable d'unité d'affaires ou quelque chose comme ça pour valider que cette dépense est bien justifiée ce jour-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a différentes règles et finalement qui sont décrites dans le flux de processus qu'on va implémenter. Non, je pense que les exemples peuvent nous arriver assez rapidement, mais il y a une méthodologie ou un concept ou un standard. Hein. Il n'y a pas un standard qui s'appelle le BPMN. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu parce que j'ai l'impression que c'est un standard. Je ne sais pas comment tu l'appelles, un standard ou une méthodologie, entre bref, mais que beaucoup de compagnies utilisent ou se basent pour développer leur propre solution. Donc, je ne sais pas si tu peux m'en parler un petit peu du BPMN. C'est quoi exactement? Le BPMN 2.0, parce qu'on en est à la version 2.0, c'est justement c'est une standardisation et une manière de décrire des processus métiers. Donc c'est un standard, au même titre que le SQL est un standard de langage de requête pour les bases de données. Le BPMN, ça te permet de décrire un processus avec l'aide de différentes activités. Et donc il y a toute une nomenclature de pictogrammes, d'activités, de types de boîtes ou de symboles qu'on va utiliser pour décrire un processus. Moi, je suis rentré dans dans le monde, on va dire, des workflows par le BPMN parce qu'en fait, j'avais implémenté pour une société, donc dans un logiciel, un moteur de workflow qui se basait sur cette norme-là. C'est un moteur qui est assez connu, hein, qui s'appelle Camunda, qui est édité par une société et qui permet donc de décrire des flux de processus à l'aide de cette norme. Mais il y en a plein d'autres qui utilisent cette Donc, nomenclature. j'imagine que cette nomenclature ou ce standard-là aussi impose des éléments très importants, tu sais, de gouvernance, de, de monitoring ou de logging. Donc, j'imagine que ces standards-là poussent les entreprises qui développent leurs solutions à justement mettre des éléments comme ça qui sont très importants parce que, tu sais, on parlait de gouvernance, tu donnais l'exemple de la note de frais qui doit être approuvé par telle personne, par telle personne. Donc, ça fait partie de la gouvernance et du suivi. Donc, c'est des concepts à l'intérieur du BPMN qui sont hyper importants. C'est presque propre à tous les moteurs de processus. En fait, à partir du moment où on implémente un moteur de processus, on va aller vers d'une part, l'automatisation de certaines tâches, parce que c'est des tâches qui demandent pas d'activité humaine. On va aller vers effectivement de savoir à n'importe quel moment, on sait où on en est sur un processus. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Enfin, on a tous implémenté des solutions, on va dire, qui mimiquent un petit peu des approbations ou des processus de ce type-là. Et on a souvent du mal à savoir exactement où est-ce qu'on en est dans l'exécution actuelle parce que justement, on n'a pas cette représentation visuelle. Et c'est ça qui change tout avec ces moteurs de workflow, c'est que en fait, on a devant nous l'instantané de où on en est et par quel chemin l'utilisateur ou le processus est passé précédemment. Donc c'est ça, quand tu disais logging, auditing, etc. On sait exactement ce qui s'est passé et ça c'est vraiment. Donc, toute la gestion des exceptions, la gestion des erreurs. Donc, on peut avoir en temps réel l'état d'un processus, d'un workflow. Et tu as mentionné le terme français de workflow. C'est drôle parce qu'ici, on n'utilise jamais le terme français. Donc, j'étais surpris que tu utilises le mot en français. Donc, bravo, Louis. C'est impressionnant. Merci. Non, mais je trouve que processus métier ou flux de processus, en fait, finalement, ça a vraiment un sens pour les francophones. On voit tout de suite de quoi on parle. Oui, oui. Stationnement fait pas un sens pour les francophones. C'est plus parking qui fait un sens pour vous. Bon, bref, on tombera pas sur ce sujet-là. Louis,
Le BPMN, tu as mentionné des outils externes, tu as mentionné Camunda qu'on voit assez régulièrement. Donc, chez Oracle aussi, son propre outil qu'ils ont développé basé sur le BPMN. Et aujourd'hui, bon, on a un sujet qui tourne autour d'Apex, bien entendu. Donc, encore une fois, comme on le disait, je pense que tout développement applicatif est amené à utiliser des flux de processus, des workflows. Et jusqu'à tout récemment, je pense que Apex n'avait pas nativement un outil de workflow. J'ai vu des situations où ce que des compagnies intégraient Camunda ou intégraient d'autres outils externes, mais parle-moi un petit peu de la vision d'Apex par rapport au workflow. La première release en fait qui a introduit vraiment les workflows, c'est la 23.2. Donc c'est assez récent, c'est relativement récent. Et Apex a choisi, donc ils ont choisi de pas implémenter le standard BPMN 2.0 pour toutes sortes de raisons, notamment pour le fait que il y a une certaine rigidité dans le processus et qu'ils voulaient pas, je pense, s'imposer ces limites au moment où ils ont implémenté. Donc ils ont implémenté un moteur, on va dire custom, qui suit pas une nomenclature ou un standard particulier. Ils ont commencé, Apex a commencé dans le monde des workflows en créant ce qu'ils appelaient les tâches d'approbation. Okay, donc ça a été le point d'entrée. On pouvait créer une définition de tâche et donc demander l'exécution de cette tâche qui était assignée à une personne, qui approuvait, etc., et qui pouvait avoir des actions à la suite de ces tâches-là ou de l'approbation de ces tâches-là. Et ensuite, donc ça, je me demande si c'était même pas avant la 23.2, j'ai un petit doute, mais bon. Et en fait, ensuite, ils ont fait les workflows, donc là où il y a un vrai outil qui permet de modéliser de manière visuelle le flux de processus. Et à partir de ça, en fait, on est vraiment rentré dans le monde des workflows avec, effectivement, on peut assigner des tâches à quelqu'un, mais aussi on peut exécuter du code, on peut prendre des décisions et des branches à l'intérieur d'un processus sans avoir à coder, et tout ça se fait de manière visuelle. Donc ça, c'est vraiment la solution, on va dire Apex Workflow, évolue de manière assez importante au fur et à mesure des dernières releases. Je pense que Apex manquait vraiment, c'était quelque chose qui était vraiment manquant. C'était une brique manquante, la partie processus dans Apex. On pouvait faire beaucoup de choses, mais ça manquait d'un moteur de processus. Apex Workflow permet de pallier à ça. Et donc, on est capable de créer des processus d'approbation ou autres et de les exécuter depuis son application tout en restant dans une partie low-code, sans avoir à taper quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, sans être obligé et en utilisant uniquement des outils low-code. Tu mentionnais que c'était une brique manquante. Malgré le fait qu'on pouvait intégrer d'autres outils externes, je pense que Apex devait, arriver avec leur propre truc natif. Pourquoi? Tu l'as dit, pour faciliter le développement. Je pense que de l'avoir intégré et qu'on puisse l'utiliser facilement, comme tu le disais, sans très peu de code, qui est un peu l'idée derrière la plateforme Apex. Hein? Je pense que ça permet aux gens de pouvoir utiliser un moteur de flux de processus facilement. Donc ça, ce que tu parles là du Apex Workflow, c'est le module de workflow natif Apex. Est-ce qu'il y a d'autres options possibles? Oui, il y a une autre option possible. Moi, j'ai travaillé depuis 2000. Je regardais les dates avant, mais depuis 2020, j'ai travaillé dans le projet Flows for Apex, qui finalement implémentait un moteur de workflow dans la plateforme Apex depuis la première release, on va dire production ready, c'était 2021. Donc on était il y a très longtemps, on était en Apex 20.2 à l'époque et on était déjà capable d'avoir un designer qui te permet de créer en fait le flux de processus, le décrire, etc. et avoir un moteur à l'intérieur de la base de données qui permet d'exécuter ce processus,
tout en étant toujours low code, parce qu'on fournit des plugins qui permettent d'intégrer dans les pages et les applications Apex de manière low code. Donc c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de code, de code à taper de manière obligatoire. On va dire à un moment ou à un autre, on est quand même obligé d'appeler des API en fonction des processus, mais globalement, on peut faire ça en quelques clics. C'est un moteur qui, pour le coup, implémente la norme, le standard BPMN 2.0 et qui s'appuie en fait sur donc pour la partie graphique, ça s'appuie sur une librairie qui est éditée par Camunda, qui s'appelle bpmn.io et qui est une librairie open source qui permet de visuellement décrire un processus à l'air des briques BPMN. Donc, donc avant l'arrivée de Workflow pour Apex, de Apex Workflow, vous aviez commencé un projet open source pour pouvoir intégrer au designer Apex toute la gestion de Workflow, qui utilise Exactement. une librairie, donc qui utilise une librairie de Camunda qui est-ce que c'est elle qui fait le lien avec les standards BPMN? Est-ce que... En fait, la librairie, elle est intégrée pour pouvoir faire la partie graphique. Donc, c'est elle qui permet d'afficher. Donc, on a un plugin de région qui permet d'afficher l'état d'un workflow à un instant T. Et donc, c'est cette librairie JavaScript qui fait cette partie-là. Par contre, tout le moteur d'exécution du processus, lui, est codé en PLSQL et donc est dans la base de données. Et c'est pas intégré nativement dans le builder Apex, mais c'est une application qui est fournie avec le produit et qui permet de modéliser et de monitorer aussi les flux de processus. La partie monitorer les flux est cruciale parce que, comme on l'a dit avant, c'est bien de développer des flux de processus, mais si tu n'es pas capable de savoir où ils sont rendus, l'état des processus, c'est un peu dommage, je trouve. Est-ce que Apex Workflow a aussi cette capacité-là de suivre en temps réel l'état des flux? Il y a aussi une région qui permet de visualiser l'état d'un processus à un instant T. Donc là, je vois aujourd'hui, puis c'est un sujet que je connaissais moins là, du côté des workflows. Donc, je vois qu'il y a deux options aujourd'hui, mais concrètement, si je suis un développeur Apex et que je développe une application et que je veux y intégrer un flux de processus, un workflow, est-ce que, dépendamment des sujets, quelle solution je devrais utiliser entre les deux possibles? C'est une vaste question qui revient de manière assez régulière. Il y a plusieurs trucs. Il y a la première chose, c'est que Flows for Apex a actuellement plus de fonctionnalités ou des choses qu'on peut faire avec qui n'existent pas encore sur Apex Workflow, et ça tient au fait que c'est un produit qui est plus ancien et donc il y a encore un peu d'avance. On peut faire du parallélisme d'activités, par exemple. On peut faire de l'itération sur des tâches. On peut faire des reminders, des timeouts sur des activités précises. C'est des choses qui n'existent pas encore sur Apex Workflow. Maintenant, il y a une première règle qui était de dire si on a du BPMN déjà, ça fait du sens d'aller vers Flows for Apex, qui est vrai. Je pense qu'il y a fondamentalement les deux produits peuvent coexister et coexistent. Par exemple, sur le projet, on travaille avec l'équipe Apex pour faire en sorte que les deux puissent s'interfacer. On est capable, par exemple, d'appeler des tâches d'approbation, donc des human tasks ou directement, ou des action tasks directement depuis un workflow Flows for Apex. Possiblement, on peut imaginer de faire l'inverse également, mais les deux produits peuvent cohabiter. Je pense qu'ils ont leurs forces et leurs faiblesses. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont architecturés de manière très différente, dans le sens où pour Apex Workflow, on est presque dans l'obligation, mais c'est un peu dans la même philosophie qu'Apex, c'est qu'on doit avoir la structure de données, on doit avoir tous ces éléments-là qui existent déjà, donc les tables, etc., qui existent déjà pour implémenter d'abord les tâches, parce qu'on se base sur une table précise pour aller rechercher les informations, etc. Là où je dirais qu'on est presque censé avoir déjà un modèle de données tout prêt. Là où Flows for Apex, on est capable de s'asseoir avec
on va dire, des analystes ou des business users et de leur demander quels sont leurs processus, de les modéliser et de les exécuter sans avoir le moindre schéma de données derrière dans un premier temps. Et on est capable de simuler tout de suite et de vérifier que en fait les informations qu'on est en train de décrire sont vraies en prenant toutes les branches du workflow. Ce qui est beaucoup plus difficile sur Apex Workflow de par la manière dont le produit a été pensé. Donc, ce que je comprends, c'est que Flows for Apex permet de pouvoir élaborer les flux sans nécessairement avoir toute la structure des tables derrière. Donc, elle permet Exactement. de pouvoir commencer à travailler les flux dès le début, tandis que Apex Workflow, comme tu le disais, basé sur comment Apex fonctionne, demande d'avoir déjà les tables en place et tous les flux sont basés sur justement les tables et les éléments qui sont en place. Est-ce que ça l'amène, donc, est-ce que Flows for Apex amène une meilleure agilité? Ça permet de pouvoir couvrir plus large que juste les éléments qu'on a sur les tables. Donc, ça permet de pouvoir couvrir plus large, j'imagine. Globalement, je pense fondamentalement que ça permet de couvrir des processus, en tout cas à l'heure actuelle, des processus plus complexes que ce que l'on peut faire avec Apex Workflow. Maintenant, comme je le disais, les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. Effectivement, quand j'implémente des projets avec Flows for Apex, j'adore avoir cette liberté de pouvoir juste m'asseoir avec des personnes du métier et de leur dire c'est quoi en fait, c'est quoi le processus? Ok, on va le dessiner ensemble, on va y aller étape par étape et on va vérifier que ça fonctionne. Parce qu'on est capable de simuler chaque voie du processus et à un moment ou à un autre, on se rend très vite compte qu'il manque des choses. On est ah ben non, mais là, dans ce cas-là, on fait ça aussi, il y a une autre décision, puis on fait ça. Et en fait, on va presque faire le processus et on va construire l'application autour pour supporter le processus. Alors que dans Apex Workflow, on est un peu sur le paradigme, on va dire, opposé, où on va déjà modéliser la base, le schéma, on sait ce qu'on enregistre, et là, on crée le processus avec. Et ça me fait penser, parce que quand tu parlais de la manière dont tu bâtis les processus avec Flows for Apex, j'ai l'impression que tu vas aller parler à la personne métier déjà, parce que c'est la personne qui est vraiment sur le terrain, qui sait exactement comment tout ça fonctionne. Donc, tu parles à cette personne-là directement plutôt que de parler au développeur qui connaît que ses tables. Et j'ai l'impression que la manière de designer les flux avec Flows for Apex, c'est est directement relié au métier. Donc, pour moi, arrive avec un résultat peut-être plus rapidement, j'ai l'impression. Je sais pas si on peut dire plus rapidement, mais dans la philosophie des deux produits, il y a quelque chose de complètement différent dans l'utilisation. Même si à un moment ou à un autre, on va modéliser ou designer un processus avec les deux outils finalement. Est-ce que ça permet autant une solution ou l'autre, là, est-ce que ça permet aussi de pouvoir interfacer avec d'autres systèmes externes? J'imagine qu'il y a moyen d'interfacer avec, je sais pas moi, des API externes, avec d'autres systèmes. Comment ça fonctionne si on veut sortir un peu du contexte de l'application Apex? Les deux outils sont assez similaires et là-dessus, je veux dire, tous les moteurs de processus, on a des activités qui sont des activités humaines où on va avoir besoin de quelqu'un ou une intervention manuelle pour dire ok je continue ou j'approuve ou je rejette telle activité et donc je prends une décision quelque part ou en tout cas je donne des informations au processus qui vont permettre de prendre une décision un peu plus tard. Quand tu veux utiliser ou communiquer avec des outils externes, c'est là où c'est la même force pour les deux, hein, c'est qu'on s'appuie sur la base de données et qu'en fait on va appeler des API PLSQL. Donc à partir du moment où tu peux le faire en PLSQL, tu es capable de le faire dans un processus. Donc tu peux appeler une API, récupérer des choses, écrire dans une table externe, interroger un database link. Bien sûr, bien sûr. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as tout à fait raison, parce qu'à la base, c'est quoi? C'est un traitement qui roule au niveau de la BD Oracle. Donc, ce que la BD Oracle peut faire, le potentiel, les deux solutions vont pouvoir
l'utiliser. Donc, ça fait entièrement du sens. Vous utilisez la puissance de la BD Oracle. Donc, toutes les possibilités de la BD Oracle sont disponibles autant pour Apex Workflow que pour Flows for Apex. Donc, tout ça fait du sens. Est-ce que, parce que bon, ça fait plusieurs années que tu utilises ces produits-là, as-tu eu des cas d'usage intéressants que tu peux raconter ici? J'imagine qu'il y a des trucs qui sont standards, là, comme on parlait au tout début, mais il y a sûrement des situations qui étaient un peu plus particulières. As-tu quelques exemples? Des situations particulières, je sais pas, mais il y a des choses sur lesquelles ça fonctionne. C'est que je t'ai pas dit que ça fonctionne très bien, mais je pense qu'en fait, quand on définit des applications avec en se basant sur les flux de processus, en fait, c'est finalement, on va venir bâtir l'application pour supporter le processus et pas l'inverse. Et donc, on n'inclut pas le workflow directement dans l'application. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, on va faire sortir l'intelligence de l'application et on va le mettre dans le processus. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, on peut faire évoluer ce processus et ça, c'est une des forces vraiment, vraiment importantes, c'est qu'on peut faire évoluer ce processus sans avoir besoin de changer l'application. Et finalement, c'est transparent. Si, par exemple, il y a une nouvelle, je l'ai eu il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, avec une extension à eBusiness Suite où on a un flux de processus qui appelle des API, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait un changement dans la logique métier. Et bref, il fallait appeler une nouvelle API à la suite d'une des actions d'un utilisateur. Et en fait, on n'a pas modifié l'application. Il n'y a même pas eu besoin de modifier l'application. On a juste créé une nouvelle version du workflow. On a juste appelé une nouvelle API dans cette nouvelle version de workflow et on a mis en production avec une nouvelle version du workflow et le nouvel appel dans la base qui était dans un package. Et le reste n'a pas changé. Il n'y a pas eu un seul changement sur l'application Apex, tout simplement parce qu'en fait, en fait, il y a une nouvelle tâche qui va être donnée à un utilisateur et puis il va faire une action dessus et on va faire la suite des opérations et c'est tout. Il y a pas de il y a pas de changement de l'application qui supporte et ça c'est une vraie force. Non, puis tu m'amènes sur un sujet qui m'intéresse, sujet qui m'intéresse en termes de facilité de mettre à jour, facilité de déploiement. Et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment normalement ces projets-là de workflow sont développés, sont maintenus et sont déployés. Est-ce que c'est typiquement de la même manière? Vous déployez un processus de workflow dans un environnement de développement, vous les testez, vous le déployez ensuite dans un environnement de recettes et ensuite de production. Est-ce que c'est exactement le même principe que l'application Apex? C'est exactement la même chose. En fait, les modèles de processus sont versionnés. Donc, dans les deux outils, c'est à peu près similaire. Bon, il y a des différences sur la manière dont on versionne et les statuts, etc. Mais les deux outils sont assez similaires là-dessus. Et en fait, on va avoir une version particulière. Donc, on va tester, bien sûr, en environnement de développement, qu'on va promouvoir dans un environnement de test, qui va pouvoir être modifié, etc. Et quand on est prêt, on va le déployer en production. Et en fait, ce qui se passe, et c'est là où c'est intéressant, c'est que toutes les instances qui sont en cours d'exécution ne vont pas changer. Elles vont continuer à utiliser l'ancienne version du processus, OK. qui était la version à l'instant T quand il a été créé. Et par contre, toutes les nouvelles vont changer Ah, et intéressant. vont utiliser la nouvelle version. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a tous eu ce cas dans des applications où on changeait quelque chose, mais en fait, c'était hyper compliqué parce que qu'est-ce qui se passe pour les choses qui sont en cours? Ah oui, ça n'avait pas été fait avant, il y avait une étape qui était manquante, alors on essaye de faire une modification des données au moment où on veut migrer. C'était un casse-tête. Et en fait, là, c'est bien plus simple. C'est juste qu'on se dit, en fait, tout ce qui était présent avant, c'est comme ça continue à tourner de cette manière-là. À partir de l'instant où on met la nouvelle version en production, là, on va utiliser cette version et toutes les instances qui seront créées à partir de ce moment-là utiliseront la nouvelle version du processus. Ah, wow, c'est bien. Donc, tous les processus en cours continuent à utiliser leur version lorsqu'ils ont débuté. Euh, donc, il n'y a aucun arrêt de service, il n'y a aucun processus qui est arrêté en cours de route.
Donc, ils continuent leur chemin avec leur propre modèle d'avant. Wow. Exactement. Bon, techniquement, il y a quand même les processus sont stoppés au moment où on fait la mise à jour et ensuite sont Redémarrer. redémarrés au point où ils étaient, mais globalement, c'est ça. Il y a un petit bémol là-dessus, et le petit bémol, c'est la partie code, on va dire custom code, et c'est là où il faut comprendre comment ça fonctionne. On fait des changements au niveau du code qui est utilisé dans chaque version de workflow. Il faut avoir une certaine rigueur dans la manière dont on gère ça, parce que si on fait des changements et que les informations n'étaient pas là ou que ça supporte pas cette version-là, on peut modifier des instances qui sont en cours d'exécution. Donc là, il y a quand même une petite part où soit on versionne chaque API qui sont utilisées dans les processus pour garantir que en fait, ça sera toujours la même API qui sera appelée au moment où on fait cet appel particulier, et c'est celle qui était présente au moment où le workflow a été instancié. Intéressant. J'aime la manière dont c'est géré derrière pour s'assurer que soit les changements de workflow ou les déploiements impactent au minimum. Puis je comprends qu'il faut vraiment faire attention et réfléchir, mais il y a un impact très, très mineur aux instances en cours. Est-ce que tu vois l'IA jouer un rôle très bientôt sur les workflows en général? Puis écoute, je lance une idée de même, là. L'IA qui, en cours de route, va pouvoir avoir un impact sur les décisions prises sur une tâche en question. En tout cas, là, je parle pour Flows for Apex, mais on a déjà des cas d'usage comme ça où on peut appeler une API qui va prendre une décision à un moment ou orienter un workflow. On avait des cas de détection de fraude, par exemple, à l'intérieur d'un processus où on va envoyer les éléments et on va demander à l'IA d'analyser le pourcentage de risque. Et en fonction de ça, on va router la décision vers tel ou tel pôle. Par exemple, une demande va être acceptée globalement de manière assez simple avec un seul niveau ou avec 3 ou 4 niveaux en fonction du pourcentage de risque qui est analysé par l'IA. Donc, c'est des cas d'usage qu'on a tout le temps. Et puis, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'outil N8N d'automatisation d'IA, etc. Et c'est ni plus ni moins qu'un moteur de processus qui est, on va dire, dédié à l'IA, mais ça fait beaucoup de sens avec l'IA parce qu'on est sur ce type de choses où on va pouvoir boucler, revenir en arrière avec une information qu'on a appelée. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce domaine-là. On parle beaucoup de l'IA dans un contexte de prédiction. Donc, c'est clair que les workflows vont interagir avec ces modèles-là pour justement continuer leur chemin, là. Donc, Bien sûr. Ça fait du sens. Et en bout de ligne, il y a quelqu'un qui va simplement s'assurer de la véracité ou de repartir le processus s'il n'est pas d'accord. Donc, ça fait du sens que l'IA va accélérer le traitement justement des flux de processus. Plutôt que d'attendre la décision de quelqu'un. Donc, ça fait vraiment du sens. Est-ce que l'IA peut aider à bâtir les workflows à une certaine limite? Ouais, c'est pareil. Sur Flows for Apex, je vais parler de ça parce que c'est la partie que je connais pas plus, mais où je connais on va dire la partie développement. Je sais pas si je crois pas que ça a été fait dans Apex Workflow. On a un assistant qui est intégré avec une version, donc c'est une version Enterprise, qui est aussi éditée par une société à côté. Il y a eu un assistant qui permet d'analyser, par exemple, le processus. Et on a un exemple tout bête, mais qui est un exemple qui est super parlant, je trouve. On a un processus qui a été designé par un développeur ou un analyste japonais et qui est entièrement écrit en japonais. Et toi, tu arrives là-dessus et tu veux comprendre. Et en fait, c'est un cas d'usage où en fait l'IA est excellente parce qu'en fait, elle est capable d'analyser la structure. Le BPMN, c'est un format XML en fait dessous. Et l'IA est très très forte à analyser ça. Plus les compétences de traduction, en fait, elle est capable de traduire globalement et de t'expliquer ce que fait le processus dans ton langage natif. C'est un cas d'usage comme ça. On en a d'autres où elle est capable d'analyser un flux de processus et de te suggérer
des améliorations ou des changements sur le flux tel qu'il a été écrit actuellement. Donc oui, demain, le générer, je pense que c'est qu'une question de temps pour arriver à générer ou possiblement entraîner, avoir un training particulier sur du BPMN, mais Moi, oui, potentiellement, je dirais que oui. j'ai un cas d'usage que j'aimerais que l'IA nous aide à générer un workflow, c'est de dire à mes enfants de vider le lave-vaisselle, première étape, et ensuite de prendre la vaisselle sale et la mettre dans le lave-vaisselle comme deuxième étape, et tout ça géré par l'IA. Je trouve que ça serait une idée géniale. Il y aurait beaucoup de parents qui seraient très intéressés à avoir Ça un pourrait être workflow. pas mal. Oui, ça pourrait être pas mal. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, c'est qu'une seule étape. Et dès qu'elle est terminée, c'est fini. L'instance a disparaît. Donc ça, c'est une autre histoire, mon cher ami, mais je pense qu'on pourrait adapter ça à nos enfants assez facilement. Donc, puis, je sais pas, les autres solutions du marché, on n'a pas beaucoup parlé, mais je suis curieux de savoir un petit peu, selon toi, tu sais, on a parlé de Kamuda parce qu'on l'a croisé à travers nos différentes vies, là. Mais est-ce que c'est des solutions que tu vois dans l'industrie à travers tes projets ou je pense que l'idée d'utiliser une solution comme qu'on a parlé aujourd'hui, donc l'Apex Workflow, le Flows for Apex, c'est j'imagine, pour un développement applicatif avec Apex, c'est j'imagine, les deux solutions qui sont les plus efficaces parce que déjà intégrées en partie à la plateforme. Mais est-ce que tu vois d'autres joueurs? Je serais intéressé de voir s'il y a des joueurs qui sont aussi présents. J'en ai vu, je sais plus comment s'appelait le nom de nom. Bon, Camunda, c'est un gros nom dans la partie dans workflow et processus. Il y avait un autre nom qui m'échappe là, que j'avais vu justement sur un projet de conversion de quelqu'un qui voulait faire des applications Apex et qui voulait convertir des workflows qui avaient été créés avec cet outil-là. Mais comme tu le disais, en fait, si tu fais du développement Apex, ça fait énormément de sens d'avoir le moteur qui soit implémenté dans la base de données, parce que finalement, quel est l'intérêt je me rappelle quand j'avais fait l'implémentation là du moteur Camunda, il fallait communiquer par web service, discuter avec le moteur, récupérer l'information. C'est Puis beaucoup plus simple de l'avoir intégré. Du côté infra, c'est l'infra qui est nécessaire pour ce moteur-là en particulier. Bien sûr. Donc, tu vois, même du côté infra, ça complexifie un petit peu l'architecture. Donc oui, c'est possible. Énormément. Oui, c'est possible, mais est-ce que c'est la manière la plus efficace? Peut-être pas. En tout cas, du point de vue infra, non. Clairement, pour moi, j'aime l'idée d'avoir intégré dans la BD Oracle. C'est beaucoup plus simple à mettre en place, c'est beaucoup plus simple à gérer, c'est beaucoup plus simple aussi à faire évoluer. Donc, du côté infra, pour moi, ça serait difficile de justifier les avantages d'avoir un moteur externe. Mais bon, faut comprendre que c'est aussi possible. Tu sais, on est quand même impliqué dans la communauté. Est-ce que vous recevez beaucoup de demandes ou d'idées pour faire évoluer votre solution à travers la communauté? Ouais, énormément. Et puis c'est un bon exemple de ce que peut être un projet communautaire, parce que c'est un projet qui date d'il y a plus de 5 ans maintenant, je dirais, et il y a plusieurs développeurs à l'intérieur qui sont là depuis ce temps-là, qui appartiennent à des sociétés différentes et qui travaillent sur ce projet sur leur temps libre, on va dire. Et donc c'est déjà un bon exemple de ce que tu peux créer à partir d'un projet uniquement communautaire. Donc c'est super intéressant. Oui, on a pas mal de retours maintenant. On commence à en avoir un peu plus. Et ça, on était un peu pas frustré, mais on était un peu triste de pas en avoir beaucoup précédemment. Et d'un autre côté, il y avait peu de bugs dans le moteur. Non pas qu'il y en ait plus maintenant, mais le fait est qu'en fait, il y a plein de gens qui prennent un produit open source, qui l'utilisent, et en fait, s'il n'y a pas de problème, t'en entends jamais parler. Tu sais pas comment est-ce qu'il l'implémente, tu sais pas pour quel cas d'usage, pour quels utilisateurs, tu sais rien. Et en fait, le seul moment où finalement t'as souvent des nouvelles, c'est quand il y a un problème.
où là, techniquement, on en a eu, et je vais te donner des exemples tout bêtes, mais au moment où des nouvelles montées de versions de bases de données ou ce type de choses, où là, on a eu des retours parce que il y avait tel ou tel problème avec telle version de base de données, et là, on a eu des retours de plusieurs utilisateurs. Mais oui, on a plein de demandes pour faire évoluer, on a plein d'idées pour faire évoluer, mais le temps manque parfois. Oui, non, non, là, t'en manques parfois, tu dis souvent, mais oui, c'est un très bel exemple du succès de la communauté. Donc, ce que la communauté peut faire, c'est un super bon exemple. Et je veux revenir sur ton point quand tu disais que c'est bien d'avoir des retours, même lorsque tout va bien, parce que c'est une raison, c'est une motivation pour vous de continuer aussi, là, de voir que c'est un produit qui est utilisé, que les gens sont contents du produit, d'avoir ce retour-là, ben j'imagine que c'est une source de motivation pour vous aussi. Donc, c'est peut-être un petit message à passer aussi. Qu'à travers la communauté, la communauté, c'est pour échanger, c'est pour discuter, c'est pour élaborer des solutions comme ça, les améliorer, les faire vivre, mais c'est important de pouvoir justement échanger et d'avoir de vos commentaires pour euh, bien ou mauvais, mais je pense que c'est important pour que la communauté puisse vivre et grossir. Non, c'est clair. Maintenant, c'est quoi le futur de Flows for Apex, mais du workflow en général? Alors, je pense que le futur des workflows dans Apex en général, on va dire, je pense qu'il y a un avenir qui est assez important, et je le vois là dans le statement of direction d'Oracle, ils ont des évolutions de leur moteur Apex Workflow. Je pense que ça fait du sens parce qu'en fait, on a de plus en plus d'applications qui sont finalement des suites de personnes qui interagissent sur un processus à un instant donné. Et le workflow facilite ça, en fait, parce que juste on a le même écran et c'est juste des tâches qui arrivent et qui sont personnalisées en fonction de l'étape de tel processus, etc. Mais c'est ni plus ni moins que faire entrer des informations dans un système et dire ok, tu peux continuer, moi j'ai fait ma partie. Donc je pense que ça fait du sens. Pour la partie Apex Workflow, il y a notamment par exemple le parallélisme. Je sais que c'est sur la roadmap et c'est quelque chose qui devrait arriver sur les prochaines versions, qui pour l'instant est manquant. Si on veut le faire, on n'est pas capable de le faire. C'est de dire on est capable de faire plusieurs tâches en parallèle. Et c'est un processus c'est quelque chose qui arrive dans les processus. On fait plusieurs tâches en parallèle et le dernier qui finit la série de tâches qui est exécutée en parallèle fait continuer le processus. C'est quelque chose qui existe actuellement, c'est une limitation, on peut pas le faire. Donc, ça permet de pouvoir rendre un processus, de pouvoir terminer un processus plus rapidement. Donc une action en déclenche plusieurs et ensuite ça continue par la suite. C'est exactement ça. Souvent, il y a plusieurs équipes qui vont travailler sur un même item dans un processus, et en fait, c'est rendu disponible à ces 3 ou X équipes en même temps, et donc chacun le complète au moment où il peut, mais finalement, ça va accélérer le processus parce que à la fin, on n'attend plus que le dernier, donc ça c'est intéressant. Pour la partie Flows for Apex, il y a plein de choses sur la roadmap, mais effectivement l'IA a une partie assez importante des évolutions qu'on voudrait amener. Donc oui, je pense qu'il y aura des choses qui vont sortir là-dessus, des choses qui possiblement, et c'est des choses qu'on a sur la roadmap depuis un certain temps, mais la facilitation d'accès à des systèmes externes, je pense à, je sais pas, Teams, Slack, ce genre de choses. Voilà, des connecteurs, on va dire, qui seraient déjà préconfigurés et qui permettent d'accélérer. Le but, c'est toujours pareil, c'est d'accélérer le travail des développeurs et d'accélérer la création d'outils et de plateformes avec. La nécessité de workflow a toujours été là et elle va toujours être là. Donc, c'est bien que maintenant, il y a des solutions qui adressent le besoin de développer ces flux de processus-là. Et donc, je vois que ça évolue énormément sur la capacité qu'on a de développer et de déployer des workflows. Et ce besoin-là va toujours exister. Donc, c'est bien de voir que ces solutions-là évoluent énormément. Et je pense que, comme
comme n'importe quoi, hein, de plus en plus qu'on utilise des outils pour répondre à ces besoins-là, ben, de plus en plus les besoins vont sortir, les produits, les solutions vont s'améliorer et ainsi de suite. Hein, c'est toujours la même histoire. Et encore une fois, la communauté est très importante pour faire évoluer ces solutions-là. Louis, ça a été un sujet très intéressant. J'aime votre implication. Encore bravo pour votre implication. C'est bien de voir que des gens qui prennent de leur temps pour développer ça, qui prennent de leur temps pour répondre à ces besoins-là. J'imagine que vous êtes plusieurs. Ouais, l'équipe, il y a, on va dire, 6 personnes, on va dire un peu plus centrales sur le projet. Après, il y a des gens qui sont rentrés, qui sont sortis, qui contribuent en partie. Mais oui, c'est 6 personnes, c'est 4 compagnies différentes. Donc oui. Je peux les nommer, hein, c'est Richard et qui édite la FlowQuest, qui édite la partie Enterprise. Il y a Iant, on a 3 contributeurs, Moritz, Denis et Niels, qui étaient à l'origine du projet. Et on a York qui est de Solicon IT. Encore bravo parce que tu vois, vous êtes des gens passionnés qui trouvez le temps à travers votre boulot, à travers vos familles, à travers tout ça, vous prenez le temps de travailler là-dessus. Je lève mon chapeau. Encore une fois, bravo pour votre implication. Et si les gens veulent en savoir davantage, qu'est-ce qu'ils doivent faire, sont intéressés, donc ils ont vu notre balado hyper intéressant, ils veulent en savoir plus, qu'est-ce qu'ils font? Pour Flows for Apex, il y a un site flowsorapex.org qui permet de soit entrer en contact avec nous, soit d'avoir accès à toute la doc, etc. Et puis pour Apex Workflow, sur n'importe quelle instance Apex, on peut tester ça facilement. Et l'équipe a publié de très bons billets de blog qui permettent de démarrer de manière tout à fait correcte. Et j'imagine que si les gens te contactent directement, tu vas être très heureux de Avec grand répondre plaisir. à leurs questions comme tu le fais toujours, Louis. Avec grand plaisir. Louis, ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui, de Pour moi parler aussi. d'un concept, d'un sujet intéressant que tout le monde devrait au moins aller voir, aller regarder ce qu'il y en est et les implémenter parce que je pense que ça vaut la peine d'implémenter ça dans vos solutions. Donc, merci beaucoup, Louis, pour cet bel épisode. Et Merci. je te souhaite Merci à une toi. très belle fin de journée. On se revoit très bientôt, Bien mon sûr. ami. Merci à toi. Et puis, comme tu le disais très justement pour les projets communautaires, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner, etc. C'est aussi valable pour le podcast. Donc, ça nous ferait plaisir d'avoir de vos commentaires. Et puis, écoute, je vais te souhaiter une bonne journée. Merci Et on se beaucoup. dit À à plus tard. la prochaine, mon ami. Bye bye. Bye.